Bonjour chers compatriotes, bonjour chers camarades. Je vais vous parler aujourd'hui de l'Union européenne et des prochaines élections du 9 juin au Parlement européen. La campagne est déjà lancée puisque sur les murs de nos villes, nous voyons déjà les grandes affiches de l'Union européenne. On n'est jamais si bien servi que par soi-même, qui proclament, à l'usage de ceux qui parlent anglais, que you are EU, c'est-à-dire vous êtes l'Union européenne. Message qui subliminalement signifie qu'on est un bon citoyen européen à partir du moment où on fait partie de l'élite qui est parfaitement à l'aise avec l'anglais, que ceux qui ne parlent que leur langue maternelle sont des ploucs et qu'ils ne sont pas dignes de la Grande Europe, que l'Union européenne a besoin de dire aux gens que eux et elles, c'est la même chose, parce que peut-être que ce n'est pas exactement ce qu'ils pensent spontanément. Bref, ce type d'affichage est très révélateur du but réel qui est poursuivi, et qui est en réalité de faire voter aux élections européennes prochaines, puisque les eurocrates, qu'ils soient à Paris ou à Bruxelles, ont peur et ils ont raison d'avoir peur qu'une majorité de nos concitoyens, et spécialement de travailleurs, de membres des classes populaires, ne boycottent le scrutin du 9 juin. Alors, moi je voudrais dire d'abord que l'enjeu de ce futur scrutin n'est pas celui qu'on vous présente tous les jours. Il ne s'agit pas en réalité de savoir qui il faut choisir parmi les eurocomplaisants, les eurobéats, qu'il s'agisse de Macron, bien entendu, qui est le chef de file des eurocomplaisants et des eurobéats en France, qu'il s'agisse des LR qui ont totalement trahi le gaullisme et le message d'indépendance nationale qui était celui du général de Gaulle, lequel méprisait les eurocrates. Peut-être que vous ne le savez pas, mais de Gaulle les traitait de cabris, et les LR, effectivement, qui aujourd'hui sont totalement ralliés à la construction européenne, leur patriotisme, entre guillemets, se résumant à pratiquer la xénophobie anti-musulmane la plus répugnante. Ensuite, effectivement, il y a évidemment le Rassemblement national, qu'on nous présente souvent comme la grande alternative à Macron, alors que le Rassemblement national ne mérite pas ce nom de national. Mettons de côté tous les aspects bien connus de ce parti, dont les sympathies d'extrême droite sont évidentes, et retenons simplement le fait qu'il a tombé totalement le masque de ce qu'on appelait jadis l'euroscepticisme, puisque maintenant, Madame Le Pen est totalement favorable à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN. Elle l'a dit et répété pour donner des gages à la grande bourgeoisie qui est en fait celle qui détient pour elle les clés de son accès à l'Élysée. Il y a aussi bien sûr ce que j'appelle la gauche eurocomplaisante. Alors là, on a une infinité de nuances, mais toutes elles acceptent la prétendue construction européenne qui détruit notre pays, qui détruit nos acquis sociaux, en promettant l'introuvable Europe sociale, en promettant l'introuvable, l'impossible, même dans le cadre européen actuel, réorientation progressiste de l'Union européenne. C'est d'abord évidemment le Parti socialiste, qui est sans doute le parti le plus atlantiste de France et qui sera sans doute mené aux prochaines élections par Raphaël Glucksmann, un atlantiste de choc, un belliciste de choc, en pointe sur tout ce qu'il ne faut pas faire, notamment en termes de marche à la guerre de l'Union européenne, avec la Russie, avec la Chine, avec tout ce que vous voudrez. Il y a les euro-écologistes verts, et ça ne s'est pas arrangé depuis que Marine Tondelier est à la tête de ce parti avec Sandrine Rousseau, qui rivalise effectivement avec le PS en termes d'euro-atlantisme acharné. Quand on pense que en 84, les Verts allemands étaient à la pointe contraire du combat pour la paix contre l'installation des euromissiles de l'OTAN en Europe occidentale, on voit tout le chemin parcouru négativement par ces prétendus écologistes qui sont soi-disant pour en finir avec le nucléaire civil, mais qui flirtent en réalité, vu leur comportement, avec la guerre mondiale, c'est-à-dire, soyons clairs, avec la guerre nucléaire. On voit mal comment le nucléaire civil serait diabolique, alors que la marche à la guerre mondiale, qui implique quasi nécessairement l'holocauste nucléaire pour l'humanité, serait une chose divine et acceptable, au nom, bien sûr, des droits de l'homme et peut-être au nom des petites fleurs. Il y a aussi, hélas, le Parti communiste français, ou ce qui s'appelle encore ainsi, et qui est affilié désormais au Parti de la gauche européenne, un parti supranational européen,
et qui, lui aussi, nous chante la petite chanson désormais de la réorientation progressiste de l'Union européenne, en restant, bien sûr, dans ce carcan qui est entièrement, disons, calculé, conçu pour empêcher le changement social, pour rendre impossible le passage au socialisme. Rappelons que l'un des dogmes récurrents de tous les traités européens jusqu'ici, y compris dans le traité de Lisbonne, c'est celui qui dit que l'Union européenne est une économie de marché ouverte sur le monde, où la concurrence est libre et non faussée, c'est-à-dire, en clair, une économie où le socialisme est interdit. Et c'est ça qu'on nous propose de réorienter de l'intérieur vers le socialisme. Ce n'est pas certain. Parlons aussi de la France insoumise, qui était bien partie en 2017, parce qu'elle disait alors avec Jean-Luc Mélenchon, l'Union européenne, on la change ou on la quitte. Eh bien, nous sommes loin de cette époque où Mélenchon allait aussi à Marseille, à proximité du port, pour appeler la France à sortir sur le champ de l'OTAN afin de sauver la paix. Aujourd'hui, on n'entend plus du tout ces discours. Le discours contre l'OTAN a baissé de plusieurs tons, et quant à l'idée de sortir de l'Union européenne, elle est totalement sortie du discours mélenchonien. Il n'est que de voir Marion Aubry au Parlement européen, et donc de constater que elle en rajoute bien souvent dans la construction européenne et dans la soumission aux idées européistes. Ne parlons pas de l'extrême gauche, donc de lutte ouvrière, qui certes a le mérite de combattre au moins l'OTAN de façon plus franche, mais qui n'allait pas moins partisane de l'Union européenne sous une forme ou sous une autre. Je me souviens encore d'avoir entendu jadis Arlette Laguillet expliquer qu'elle était plus européenne que française, alors que moi, voyez-vous, je suis aussi français qu'internationaliste. Pas européen, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Un internationaliste voit les choses à l'échelle de toute l'humanité. Quel est alors le véritable enjeu s'il ne s'agit pas véritablement de choisir entre tous ces partis qui, d'une manière ou d'une autre, sont tous accros à l'Union européenne, sont tous eurodépendants d'une manière ou d'une autre, d'une manière directe, y compris financièrement par l'intermédiaire des partis supranationaux européens, mais également de bien de façon à partir de leur ancrage dans la doxa dominante qui est absolument acquise à la construction, je mets toujours des guillemets, européenne. Alors le véritable enjeu, eh bien je vais vous le dire, le véritable enjeu c'est tout simplement que le 9 juin prochain, en mesurant la participation populaire aux élections européennes, eh bien l'oligarchie qui dirige l'Union européenne va mesurer le degré d'adhésion des masses populaires européennes en général et françaises en particulier à leur funeste projet européen, et selon que le taux de participation sera très élevé ou pas, eh bien, elle accélérera ou elle sera obligée de ralentir ce qu'on appelle le saut fédéral européen en préparation, car ils en sont maintenant à vouloir créer directement ce qui nous est pas encore trop dire jusqu'ici, c'est-à-dire les États-Unis d'Europe, dans lesquels, effectivement, les différentes nations composant l'Union européenne, la France par exemple, ne seront plus que l'équivalent des États américains ou des cantons suisses à l'égard de la fédération suisse ou à l'égard du fédéralisme des USA. C'est à cela qu'on est invité. Olaf Scholz, qui est le véritable leader de l'Union européenne, a déclaré dans son discours d'investiture au Bundestag que l'heure était en effet à mettre en place l'Europe fédérale, les États-Unis d'Europe, le saut fédéral européen, et Macron, de façon plus feutrée, parce que il sait qu'il a une opinion qui est majoritairement hostile à ce genre de choses, le dit également avec des mots codés comme souveraineté européenne. Et vous vous rappelez aussi de la bataille qu'a menée Macron, contre la Constitution française d'ailleurs, pour que le drapeau européen flotte sur toutes les mairies de France, alors que le peuple français en 2005 a dit non à la Constitution européenne, et donc a dit non aux emblèmes de l'État européen que cette Constitution permettait d'instaurer. Donc voilà, on est devant ce pas majeur qui équivaut tout simplement à la destitution de la Constitution française, à la fin, en réalité, de la République française indépendante. Elle est déjà plus très indépendante, plus très souveraine, certes, mais là, ça deviendrait officiel. Et par conséquent, ça serait un pas majeur vers le pire. Et je vais le montrer, puisque, si vous voulez, si la masse des Européens va voter, ça veut dire tout bonnement, simplement en allant voter, quels que soient les votes des uns et des autres, qu'elle valide.
le cadre supranational européen, et c'est à cela que sert l'élection européenne, et à cela exclusivement. Si, par contre, une majorité d'électeurs, et spécialement une majorité d'ouvriers, d'employés, de précaires, enfin les classes populaires, en gros, si vous voulez, refusent ce simulacre, refusent d'aller voter, cela voudra dire, en réalité, eh bien, que le cadre supranational européen n'est pas validé, cela rendra plus compliqué le passage au saut fédéral européen, c'est-à-dire à la destruction de ce qui reste des souverainetés nationales des différents pays. Je crois qu'il est absolument important de le comprendre. En 2019, une partie des Gilets jaunes n'avait pas compris cet enjeu et était allé voter, soi-disant pour mettre Macron au second plan. Macron, il s'en fiche complètement d'être deuxième derrière Marine Le Pen. On a bien vu que ça ne changeait rien à rien, ni en France, ni au niveau européen. Mais Macron, lui, il avait très bien compris, par contre, l'enjeu réel, puisque ses derniers discours, en 2019, c'était déjà pour dire « votez n'importe quoi, mais allez voter ». Lui, ce qu'il veut, c'est être validé en tant que proconsul français, entre guillemets, de l'Union européenne. Et puis, après, vogue la galère. D'emblée, j'indique qu'il ne s'agit pas que d'un enjeu national. Nous l'avons vu avec l'anglais qu'on tente de nous imposer comme la langue officielle de l'Europe. On l'a vu tout à l'heure avec ces fameuses affiches, au moment même où d'ailleurs la Grande-Bretagne s'est retirée de l'Union européenne, ce qui montre qu'en fait, l'ancrage de l'Union européenne, c'est bel et bien les États-Unis. L'Union européenne, capitale Washington, et sous-préfecture Berlin, et prête-nom Bruxelles. Voilà un peu la réalité de ce qui est en train de se mettre en place. Il faut avoir en tête tout de suite, je le dis à l'égard des auditeurs syndicalistes par exemple, ancrés dans le monde du travail, imaginez que demain, donc, cette saut fédéral européen se mette en place. Ça signifie quoi? Ça signifie que la Commission européenne, du jour au lendemain, devient le gouvernement officiel de l'Europe, que Madame Ursula von der Leyen devient impératrice de l'empire euro-atlantique, supranational et capitaliste européen. Ça signifie, le Parlement européen vient de voter là-dessus, la mise en place d'une armée européenne intégrée à l'OTAN, où donc l'armée française ne serait plus qu'un valet d'armes de cette Union européenne, et la bombe atomique française deviendrait un élément de la couverture atomique de l'Europe, avec d'énormes risques pour la population française, parce que les Russes, en face, ils ont aussi les armes nécessaires, y compris pour raser le territoire français, si on s'amuse à aller sur ce terrain glissant. Et aussi, sur le terrain social, ça signifie quoi? Eh ben, ça signifie le vote à la majorité. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, les votes se font encore pour une large part à l'unanimité, autrement dit que chaque pays dispose d'un droit de veto lorsqu'il sent que ses intérêts vitaux sont en jeu. Demain, le droit de veto saute, et à partir de là, eh bien, si vous voulez, par exemple, si les projets antisociaux vont jusqu'à dire que la retraite doit être repoussée à 70 ans dans l'Union européenne, Macron ou son successeur européiste pourra toujours dire « Ah, moi, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai été à Bruxelles et j'ai dit que je ne voulais pas de ce projet, mais que voulez-vous ? La majorité, c'est la majorité, vive la démocratie européenne ». Et à ce moment-là, eh bien, les Français auront dans le baba, ça sera plus 64, 66, 68, 70 ans, et pourquoi pas la suppression définitive des retraites par répartition, puisque les capitalistes en rêvent tous, et leur remplacement pur et simple, comme aux États-Unis, par des retraites par capitalisation, ce qui signifie que seuls les riches auraient des retraites. Bon, voilà, c'est ça les enjeux. Ce sont des enjeux de classe, ce sont des enjeux à la fois nationaux, de classe, et ce sont aussi, je termine là-dessus, des enjeux pour la paix. Car cette Union européenne, c'est pas la paix du tout comme il est écrit sur les affiches dont je parlais tout à l'heure. Tout le monde le voit. L'Union européenne est totalement intégrée à la marche en avant de l'OTAN vers l'Est. L'UE-OTAN, on ne faut même plus dire l'UE et l'OTAN, comme ceux qui, comme Mélenchon il y a quelques années, nous faisaient rire en disant qu'il voulait sortir de l'OTAN, mais pas de l'UE, alors que l'UE est partenaire stratégique de l'OTAN, que les deux marchent ensemble, et qu'on voit bien en Ukraine que l'UE et l'OTAN, ça ne fait qu'un. Bon, eh bien, il faut ici se rendre compte que nous sommes devant ce genre de choses, et que si l'on consolide cet empire européen en formation, ça ne peut pas être à l'avantage de la paix, ça signifie forcément le clash avec la Russie, et comme les États-Unis sont derrière, et eux cherchent la bagarre principalement du côté du Proche-Orient, ou en ce moment à Gaza, avec leurs amis israéliens, ou du côté de l'Indo-Pacifique, de l'Extrême-Orient en Corée, de Taïwan, et bien ça signifie l'embrasement, ça signifie la marche à la Troisième Guerre mondiale. Je ne plaisante pas, c'est la réalité des choses. Il faut absolument s'opposer
à ce projet européen qui n'a rien de pacifique, rien de social, rien de démocratique et bien entendu rien de national. Il faut ici donc bien comprendre que nous sommes en plus devant un processus qui est proprement fascisant, car comme les peuples d'Europe, majoritairement, et c'est encore plus vrai pour le peuple français, ne veulent pas de cette construction supranationale qui détruit tous leurs acquis sociaux, mais aussi acquis démocratiques, liberté démocratique, eh bien, il faut faire passer de force ce projet délétère. Et pour le faire passer de force, que faut-il? Eh bien, tout simplement, il faut fasciser cette Union européenne. Et regardez, alors qu'elle se présente, de même que Macron, comme un rempart à la fascisation, à l'extrême droite, aux racistes, etc. Regardez ce qu'elle est en train de devenir. Elle se couvre de brun, cette Union européenne, et le gouvernement actuel de l'Europe, c'est-à-dire la Commission européenne qui ne porte pas encore ce titre, mais qui rêve de le porter, s'y fait très bien. D'un côté, le Parlement européen a criminalisé l'Union soviétique, les communistes, en expliquant qu'en fait, eh bien, c'est le totalitarisme et que c'est la même chose, communisme et nazisme, alors que les communistes ont joué un rôle central, et spécialement l'Union soviétique avec 25 millions de morts pour abattre le nazisme. Et donc, on les met à égalité. C'est la résolution du Parlement européen du 18 septembre 2019. Pardon, le 16 septembre, je crois, 2019, qui met les communistes et les nazis à égalité, qui invite même, entre les lignes, à criminaliser ce qu'ils appellent les emblèmes totalitaires du communisme, en clair, la faucille et le marteau. Voilà ces gens. Voilà qui est l'Union européenne que certains à gauche nous disent qu'il faut remettre sur des rails progressistes, pacifiques, environnementalistes, que sais-je encore. Et en même temps, eh bien, comme c'est logique, puisqu'on criminalise les communistes et qu'on les met à égalité avec les fascistes, eh bien, on réhabilite ces derniers. Puisque, bon, les communistes, après la Deuxième Guerre mondiale, étaient très hauts dans l'opinion générale, les fascistes étaient au plus bas. Si on les met à égalité, ça veut dire qu'on abaisse les communistes, mais qu'on remonte mécaniquement les fascistes, et c'est bien ce qu'on voit. Dans les pays baltes, où les différents gouvernements de ces ex-républiques soviétiques sympathisent ouvertement avec les troupes Waffen-SS et compagnie qui ont combattu les soviétiques avec l'armée hitlérienne pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou pire encore, en Ukraine, où l'Union européenne et l'OTAN soutiennent un régime, celui de Zelensky, qui est ouvertement, je le dis bien, nostalgique de Stepan Bandera, le génocideur qui a tué des dizaines de milliers de juifs, de polonais et de communistes évidemment, en tant que supplétif du nazisme dans l'Ukraine de cette époque. Alors que beaucoup d'Ukrainiens, bien entendu, je ne les mets pas tous dans le même sac, on s'en fout, se battaient dans l'armée rouge ouvrière et paysanne pour libérer toute l'Europe, y compris la France, de la peste brune. Bon, voilà cette belle Europe qui est censée faire barrage au fascisme et qui, au contraire, aujourd'hui, compte parmi ses gouvernements phares, eh bien, par exemple, Giorgia Meloni en Italie, qui est ouvertement une nostalgique de Benito Mussolini. Bon, n'insistons pas plus que cela, si vous voulez, c'est pourquoi nous, au PRCF, mais je pense qu'il y en a d'autres qui ne sont pas communistes et qui peuvent penser la même chose, nous sommes des gens conséquents et logiques. Nous n'acceptons pas cette, entre guillemets, construction, en réalité cette désintégration européenne de la France, et nous ne validons pas le cadre européen. Et par conséquent, le cadre européen, tout au moins tel qu'il est, c'est-à-dire l'Union européenne institutionnelle. Et dans ce cas, eh bien, nous n'irons pas voter le 9 juin prochain, et nous appellerons activement à boycotter ces élections qui sont en fait uniquement destinées à légitimer un cadre européen qui ne demande qu'à devenir un État en détruisant ce qui reste de la République française et des idéaux républicains de la Révolution française, de la Commune de Paris, de Jaurès, du Conseil national de la résistance, du Front populaire et j'en passe. Si j'accepte d'aller voter, ça veut dire que j'accepte le cadre du vote. Si j'entre sur un terrain de football et que je vais jouer, c'est que j'accepte le résultat final du match. Et si j'accepte donc d'aller aux européennes, eh bien c'est que j'accepte le résultat qui va en sortir, c'est-à-dire s'il y a un nombre suffisant d'électeurs en Europe et en France, eh bien la validation, la légitimation du sceau fédéral européen, de l'État fédéral européen, du vote à la majorité, de l'arrasement des derniers acquis sociaux, de la destruction de la langue française remplacée par l'anglais, comme d'ailleurs le seront aussi l'allemand, l'italien, le polonais, et ainsi de suite. Et donc, moi, je ne valide pas le cadre européen, donc je ne vais pas voter aux élections européennes. Je suis logique.
Voter, c'est valider. Voter, c'est légitimer. Boycotter, c'est délégitimer. Et du même coup, c'est délégitimer aussi Macron, qui est le proconsul de l'Union européenne, de l'OTAN, dans notre pays. Je ne veux pas, moi qui ai combattu avec vous la casse macroniste des retraites, inspirée du reste par l'Union européenne et les accords de Barcelone, qui portaient déjà les pays d'Europe à mettre la retraite à 67 ans en moyenne. Ça date de 2002, ce sont les accords de Barcelone signés par Jospin. Voilà, je ne valide pas tout ça, je veux m'y opposer, je veux que le peuple reste indépendant, je veux que nous ayons la capacité de combattre le capitalisme et, pourquoi pas, de construire le socialisme si notre pays en décide ainsi, et par conséquent, je ne valide pas le carcan européen. Je termine en répondant à quelques objections au sujet du boycott. La première objection, c'est de dire « mais vous allez faire le jeu du RN si vous vous abstenez ». Je rappelle simplement qu'en 2019, on nous avait déjà fait le coup, que ça n'a malheureusement pas empêché le RN d'arriver premier, que pour autant il ne s'est rien passé d'extraordinaire, que la construction européenne a continué comme devant avec simplement un Parlement européen qui payait des députés RN, lesquels se sont comportés de façon absolument, inexistante au dit Parlement européen, de toute façon. Je rappelle qu'en fait, à l'époque, Macron est arrivé deuxième, que ça ne l'a absolument pas ébranlé en France et qu'il a continué à faire ce qu'il avait à faire. Et surtout, ils ont tous pu dire que les 50% avaient été franchis, c'est-à-dire qu'il y avait 52% de Français qui étaient allés voter, dont pas mal, malheureusement, à l'époque, de Gilets jaunes, une partie d'entre eux tout au moins, celle qui était, au fond, la plus malléable, qui est allée voter, et qui a validé le cadre européen, et puis c'est tout ce qu'elle a fait, ni plus ni moins. Disant cela, je ne banalise en rien l'extrême droite, je viens de le montrer tout à l'heure, puisque j'ai montré que pour combattre l'extrême droite, il faut aussi combattre le cadre européen qui lui donne effectivement une audience absolument extraordinaire. La construction européenne progresse en même temps que les voix de l'extrême droite. C'est un seul et même bloc réactionnaire. La deuxième chose, c'est que, en boycottant, nous rouvririons, la possibilité d'une alternative populaire, d'une alternative progressiste, d'une alternative même, disons-le, révolutionnaire. Puisque si le peuple délégitime à la fois Macron, le cadre européen, et dit en quelque sorte à tous ces partis qui sont eurodociles, eurobéats, eurosoumis, eh bien, maintenant nous prenons les choses en main. Nous ne vous faisons plus confiance. C'est nous le peuple, l'alternative. Non pas you are EU, comme disent les affiches ridicules de l'Union européenne, mais c'est nous le peuple. Nous sommes le peuple. Et votre Europe supranationale atlantique, fascisante et capitaliste, eh bien, vous pouvez vous la garder. J'ai des mots plus violents à employer là-dessus, mais je me contiens. Et effectivement, à ce moment-là, eh bien, nous reprenons la main. Nous reprenons la main, nous rebondissons sur les luttes des Gilets jaunes, nous rebondissons sur les grandes luttes des retraites, nous reprenons l'initiative. Nous ne sommes pas toujours comme ces gens qui vont dialoguer avec Macron alors que c'est Macron qui a tout fixé d'avance, que ce soit les directions des confédérations syndicales ou des partis politiques, et qui vont donc en réalité rien faire d'autre que valider le président, valider le cadre, valider l'Union européenne, et ainsi de suite. C'est tout ce qu'on leur demande. Pour le reste, la feuille de route est déjà fixée, et dites-moi une seule réforme qui ces dernières années soit sortie au positif pour les travailleurs de ces conciliabules à l'Élysée, à Matignon ou à Bruxelles. Alors là, l'autre objection qu'on nous fait, c'est quelquefois vous méprisez le suffrage universel si vous n'allez pas voter alors que nos héros républicains sont morts pour obtenir le suffrage universel. Quelle confusion dans les esprits quand on dit des choses pareilles. Ils sont morts pour établir la République française souveraine, sociale et indépendante, laïque et ainsi de suite. Or, l'Union européenne, c'est le contraire de tout ça. C'est l'anti-république sociale, c'est l'anti-république souveraine, c'est l'anti-république laïque. C'est-à-dire que c'est précisément l'inverse qu'on fait si on va voter. On détricote ce qu'ont fait les héros républicains qui nous ont amené effectivement le suffrage universel, auquel nous, PRCF, qui ne sommes pas gauchistes, qui ne disons pas élection piège à con pour toutes les élections que font les anarchistes ou les gauchistes, nous distinguons les choses. Nous ne disons pas élection piège à con, par exemple, quand il s'agit des élections législatives, et par exemple, preuve que nous ne sommes pas des nihilistes, eh bien, aux dernières élections législatives, au second tour, nous avions appelé
à voter pour les candidats du PCF ou pour ceux de la France insoumise. Donc nous ne sommes pas les ennemis des militants communistes et des électeurs communistes de base, ni des électeurs insoumis. Mais cela dit, eh bien, nous regardons les choses en face, nous regardons la réalité en face. Et nous constatons effectivement que les héros républicains du 19e siècle, ceux de 1848, de la Commune et ainsi de suite, se sont battus pour établir une république française sociale, indépendante, internationaliste à l'échelle du monde, et ainsi de suite, et non pas pour mettre en place un empire européen, une sainte alliance européenne atlantiste, dominée par Washington et par le grand capital, qui est le contraire même de nos idéaux. Donc, s'il vous plaît, messieurs les permanents du PCF et autres, ou des syndicats ou d'autres, ne chantez pas cette petite chanson qui est en fait une insulte contre les héros des barricades de 1848 ou de la Commune de Paris. On nous dira aussi, mais oui, mais c'est pas bien parce que vous dites qu'il faut boycotter, donc aller à la pêche. Ah non, boycotter, c'est pas aller à la pêche. Boycotter, c'est un acte militant, c'est un acte citoyen. C'est un acte de campagne. Nous appelons à une campagne la plus large possible. Et nous invitons les personnes qui écouteront ceci à rejoindre le PRCF, éventuellement. Mais s'ils ne le veulent pas, eh bien, au moins à agir avec lui pour mener cette campagne civique, cette campagne citoyenne. Ce boycott, à la fois, citoyen et ouvrier et populaire. Où il s'agit de remettre le peuple à l'offensive. D'autant que nous appelons à mener ce boycott en lien avec les luttes sociales. Et que nous ne disons pas, ben voilà, on boycotte et puis c'est fini, après quand le scrutin est passé, on rentre chez soi. Pas du tout. On dit simplement que si effectivement la majorité du peuple, et spécialement l'écrasante majorité des travailleurs, a voté avec ses pieds, en n'allant pas créditer, en n'allant pas cautionner ce scrutin de dupes, cet euro-scrutin de dupes, eh bien, il se remet à l'offensive, et dès le lendemain, effectivement, de ce scrutin, eh bien, il faudra prolonger cette campagne en exigeant un référendum qui permettrait au peuple français de dire non à son maintien dans l'Union européenne. Et donc il faudra être très offensif ici pour notre part, à nous, PRCF, ça veut dire aussi relancer très fortement avec tous les gens de gauche qui le voudront, avec tous les syndicalistes qui le voudront, avec tous les républicains patriotes qui sont attachés aussi au progrès social, et bien pour effectivement ce que nous appelons le Frexit progressiste, antifasciste, anti-impérialiste, car nous voulons sortir par la gauche de l'Union européenne. C'est pas du tout la même chose que le Brexit tel qu'il a été mis en place par Boris Johnson et les capitalistes, une partie des capitalistes anglais. Le projet est même strictement symétrique. Alors, je crois que tout ça est évidemment important, et du coup, cela permettrait de redécider une véritable stratégie de rupture. Si on veut véritablement affronter le grand capital, l'oligarchie, et ainsi de suite, il ne suffit pas de dire, eh bien, tantôt je vote pour la droite pour battre la gauche qui m'a trahi, tantôt je vote pour la gauche pour punir la droite qui a été trop capitaliste, tantôt je vote pour le RN pour punir tout le monde, et en réalité pour me punir surtout moi-même en mettant l'extrême droite au pouvoir. Mais au contraire, eh bien, je rassemble la nation, je la rassemble derrière la classe ouvrière, et effectivement, du coup, j'isole le grand capital, je mets en difficulté sa stratégie majeure qui est la construction européenne et atlantiste, et à ce moment-là, eh bien, je permets au peuple de repasser à l'offensive. Quand je dis, au passage, que la classe ouvrière doit être à l'avant de ce processus, je n'invente rien, je regarde simplement les résultats du grand référendum trahi de mai 2005, où les Français ont dit non à 55% à la Constitution européenne, après quoi on la leur a appliqué de force, sous la forme du traité de Lisbonne. Je remarque qu'à l'époque, les ouvriers ont voté à près de 80% non à la Constitution européenne, que les employés ont voté à 65% non, et que les 18-25 ans aussi ont voté à peu près dans les mêmes proportions. Autrement dit, en gros, la classe ouvrière et la jeunesse sont à l'avant-garde de ce combat pour l'indépendance nationale. Ce sont les faits qui le montrent, pour le progrès social et de marchant ensemble, comme en 1945, au moment des jours heureux. Voilà, alors je conclus simplement en disant que, eh bien oui, en boycottant activement, en mettant en place des comités de boycott, large appel pour le boycott de ces élections européennes, eh bien nous pouvons relancer la bataille pour la souveraineté de la nation, nous pouvons défendre la paix, qui est gravement menacée par la fusion de fait entre l'OTAN, l'Union européenne et
la guerre en marche contre tout ce qui n'est pas elle, c'est-à-dire le peuple russe, le peuple chinois, tout ce que vous voudrez, tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, semble faire de l'ombre à la suprématie américaine dans le monde, pour reconstruire le produire en France, qui a été quasiment liquidé en même temps que notre marche à cette Union européenne, facilitant largement les délocalisations, pour la reconstruction de nos services publics, pour la reconstruction de notre protection sociale, de notre sécu, de nos retraites, de nos indemnités chômage, et ainsi de suite. Pour les nationalisations démocratiques, puisque bon, voilà, l'Union européenne, avec son économie de marché ouverte sur le monde, où la concurrence est libre et non faussée de fait, elle rend très difficile, voire impossible, les nationalisations. Et bien, ces nationalisations, on en a besoin pour redevenir véritablement maître de ce pays et pour mettre la classe ouvrière au centre de la vie nationale, comme y appelaient en 1945 les fondateurs du CNR. Et surtout, pour finir, cela permettra à tous ceux qui, comme moi, ont cela au cœur, de remettre véritablement au centre de notre perspective politique la lutte pour le socialisme dans notre pays, puisque tant que l'Union européenne est là, elle est un verrou majeur dans la lutte pour le socialisme. Et pour nous, militants du PRCF, les deux combats ne font qu'un. Le combat pour l'indépendance nationale et donc la sortie de l'UE, de l'euro et de l'OTAN, et le combat pour une autre société dans laquelle les travailleurs seront maîtres du pays, démocratiquement, puisqu'ils forment 90% de la population, c'est-à-dire une société socialiste. Je vous remercie de votre écoute.